C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue sur SICA. Au sommaire de cette édition, la situation du secteur de la microfinance dans l'espace UMOA. La Côte d'Ivoire affiche le plus grand dépôt au 31 mars 2017. L'économie nigériane reste fragile. Elle est menacée par les troubles dans le delta. Enfin, le Cameroun célèbre le premier anniversaire de l'accord de partenariat économique ACP-UE sur une note positive. Intéressons-nous pour commencer à la situation du secteur de la microfinance dans l'espace UMOA. Selon les dernières statistiques, les établissements financiers de la Côte d'Ivoire ont encaissé au 31 mars 2017 le plus important dépôt de la zone. La Côte d'Ivoire, tête de liste des pays de l'UMOA dont les établissements financiers ont encaissé plus d'épargne. Au 31 mars 2017, le pays a enregistré une hausse de 23,3% de dépôts. Il est suivi du Sénégal, plus 19,6%, et du Burkina Faso, plus 12,4%. Viennent ensuite le Mali, 9,7%, le Togo, 7,8% et le Bénin, 1,8%. Par contre, la Guinée-Bissau et le Niger affichent une contre-performance avec respectivement moins 50,8% et moins 8,8%. Le montant total des dépôts collectés à fin mars 2017 s'est établi à 1 166,6 milliards de francs CFA contre 1 025,6 milliards de francs CFA en 2016, soit une hausse de 13,7%. Quant au nombre d'institutions de microfinance dans l'espace UMOA, il s'est établi à 649. On retrouve maintenant les chefs communautaires du sud-est du Nigeria qui sont plutôt préoccupés, même si cette région du pays a été ces derniers mois très calme. Les attaques sur les installations pétrolières qui avaient entraîné le géant africain en récession économique peuvent reprendre à tout moment, selon ces chefs communautaires. Le sud-est du Nigeria, fréquent champ de bataille de nombreux groupes armés, vit depuis quelques mois une période d'accalmie plutôt favorable aux affaires, mais pas pour longtemps. L'opération de charme envers les 10 groupes, lancée par le vice-président Yemi Osinbajo, avait réussi à calmer les esprits et à interrompre les explosions incessantes d'oléoducs et de plateformes qui ont émaillé l'année 2016. Osinbajo, qui gouverne le pays en l'absence du chef de l'État, a réintroduit les paiements aux anciens rebelles via le programme d'amnistie mis en place par la précédente administration, hissant tant bien que mal la production d'eau noire à 1,7 million de barils par jour contre 1,4 million à la même période l'année dernière. Mais pas suffisant pour permettre aux géants africains de remonter fièrement la pente. Le peu d'espoir de sortir rapidement de la crise s'est effondré en même temps que le prix du baril qui est repassé dernièrement sous la barre des $50. De l'aveu du gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, les améliorations économiques restent fragiles. Le ministre du Budget annoncera quant à lui qu'il faudrait des investissements privés massifs pour réaliser le miracle. Sans cela, il serait très compliqué, mentionne-t-il, de parvenir aux ambitions de croissance estimées à 4,8% pour 2018. À cette crainte s'ajoute la menace persistante des groupes armés de recourir aux armes, faute du respect intégral des clauses les liant au gouvernement nigérian. Je l'annonçais en titre, le Cameroun célèbre le premier anniversaire de la mise en œuvre du partenariat économique ACP-UE, un partenariat dont le bilan semble être positif pour la partie camerounaise. Le Cameroun observe depuis le 4 août 2017 le premier anniversaire du démantèlement tarifaire dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Le bilan à ce jour dégage des tendances qui sont plutôt positives, puisque au 2 août 2017, nous avons plus de 200 importateurs qui ont bénéficié de la préférence UE.
Nous avons plus de 100 commissionnaires agréés en douane qui sont impliqués dans ces validations de déclarations. Et nous avons plus de 1300 déclarations qui ont été actées pour des marchandises d'une valeur de plus de 27 milliards. On est bien loin de l'hécatombe économique annoncé. On est cependant loin d'avoir vu tous les effets de l'APE dont la mise en œuvre se poursuivra jusqu'en 2029 selon la partie camerounaise. Il y a des secteurs qui ne sont aucunement affectés, il faut le dire. Mais il y a aussi des secteurs qui, à terme, au regard de la mise en œuvre totale de ces accords de partenariat, je dirais, mettent en péril l'avenir de ces secteurs-là. Il faudra le dire. Il y a un an, 1760 produits européens étaient autorisés à entrer dans l'espace économique du Cameroun avec le bénéfice d'une exonération des droits de douane à hauteur de 25%. Dès ce 4 août, le pourcentage de cette baisse de barrière tarifaire passe de 25 à 50%. Dans le même temps, 917 produits classés dans le deuxième groupe entrent aussi dans la danse avec une exonération de 15%. Cette deuxième phase de démantèlement concerne donc au total 2677 lignes tarifaires. Les produits du troisième groupe seront concernés à partir de 2020. Direction maintenant l'Allemagne, un pays considéré par des milliers de jeunes Européens comme un Eldorado face à la crise économique qui secoue l'Europe. Ces jeunes n'hésitent pas à s'y rendre pour tenter leur chance, mais beaucoup déchantent vite. Si José, 31 ans, porte aussi bien la culotte de peau et joue à la perfection de la trompette, c'est parce qu'il est bavarois d'adoption. Cet Espagnol de 31 ans est apprenti électricien dans une petite entreprise à la frontière autrichienne et a dû se mettre à travailler en allemand. Peut-être que certains de mes collègues manquent parfois un peu de patience, mais bon, je peux comprendre. José a quitté Albacete au sud de l'Espagne sur les conseils de son agence pour l'emploi dans l'espoir de se former et de trouver du travail en Allemagne. Entre 2010 et 2015, près de 40 000 de ses compatriotes ont fait de même, tout comme de jeunes Grecs, Italiens ou Portugais effrayés par les énormes taux de chômage dans leur pays. José, lui, ne regrette pas son choix. Il n'y a pas de futur en Espagne. Moi, je recommande aux jeunes de suivre une formation ici. C'est une très bonne chose. En 2013, Berlin et Madrid ont signé un accord réservant chaque année 5000 places de formation ou de postes stables aux jeunes Espagnols. À 26 ans, Alberto, originaire de Valence, en a pleinement profité. Diplôme d'informatique en poche et après une année Erasmus à Prague, il est venu s'installer à Berlin. Il travaille désormais dans une start-up. Je savais qu'à Berlin, il y avait plein d'opportunités, que ce soit dans les technologies de l'information ou dans d'autres domaines. Et en plus, ce sont des jobs où on peut parler anglais. Alberto et José souhaitent rester encore quelques années en Allemagne. Mais avec une croissance espagnole qui dépasse les 3% depuis 2 ans, de plus en plus d'expatriés décident de rentrer chez eux. On revient en Afrique, plus précisément au Tchad, pour parler de la production céréalière qui est en recul dans ce pays. Et c'est juste après le jingle avec Casimir Kweda. Bienvenue Casimir sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors je viens de le dire, nous allons parler du Tchad, notamment du recul de la production céréalière de ce pays. À quoi est-ce que cela est dû exactement? Alors 3 facteurs ont été identifiés donc, comme causant des effets très nocifs à l'agriculture. Il y a premièrement la pluviométrie qui a été des plus rares au niveau donc, du pays. Le Tchad étant déjà un pays désertique a connu donc une pluviométrie médiocre au cours donc, de la saison 2015-2016 et aussi 2016-2017 qui n'a pas été donc en faveur de l'agriculture. On note aussi au niveau du pays le problème de la sécurité, notamment avec le terrorisme qui
frappe dans le désert du Niger. Le Tchad n'a pas été donc épargné par les conséquences donc de cette situation. Et en troisième ressort, on note ici la situation conjoncturelle qui est venue de l'international, notamment avec le brut du pétrole qui a chuté, ce qui n'a pas permis donc à un pays comme le Tchad, pays producteur donc du pétrole qui reposait, j'ai dit, son économie sur l'or noir, ça n'a pas permis donc à ce pays-là de reprendre donc le souffle au niveau de l'agriculture. Donc les trois facteurs ont fait que en 2015, enfin, au cours de la campagne 2015-2016, le Tchad a connu un recul d'environ 12% de sa production céréalière, ce qui a forcément des conséquences actuellement sur le pays. Et je suppose que la saison 2016-2017 sera aussi pareille. La saison 2016-2017 sera pareille, mais pas avec autant de dégâts sur donc, la campagne. On annonce déjà pour 2016-2017 des prévisions un peu généreuses qui pourront donc permettre aux agriculteurs de vaquer normalement à leurs occupations. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, l'État du moins tchadien doit pouvoir redoubler d'efforts en allant vers un certain nombre de normes en termes d'agriculture, telles que la modernisation de l'agriculture, telles que la construction des barrages hydro pour permettre donc aux agriculteurs de disposer de l'eau en temps de soudure, en temps donc de mauvaise pluviométrie. En tout cas, pour la saison, on annonce beaucoup de précipitations au niveau donc des zones reculées du Tchad, en dehors des grands centres urbains comme N'Djamena. On annonce donc que les paysans pourront disposer d'assez d'eau pour pouvoir irriguer leurs champs, et il reste à voir l'action conjuguée donc de l'État et aussi des collectivités locales à favoriser donc cette pluviométrie. Et qu'en est-il des circuits d'approvisionnement et d'exportation dans ce pays? Ce pays étant déjà en proie donc à l'insécurité au niveau donc des frontières, au niveau de certaines grandes villes, a connu d'énormes difficultés en termes donc d'écoulement des produits, ce qui a affecté l'agriculture. Il faut déjà dire que aujourd'hui, le problème donc du transport des céréales, de l'exportation des produits locaux pose d'énormes difficultés aux populations dues donc à l'insécurité au niveau du delta du Niger, je l'ai dit tantôt. Il y a aussi que le train de vie du Tchadien n'est pas des plus reluisants au niveau donc de l'Afrique centrale. Le Tchad étant un pays pauvre, un pays très endetté, a d'énormes difficultés à s'offrir donc des moyens adéquats pour pouvoir écouler donc ces marchandises. À cela s'ajoute la chute donc des prix des matières premières à l'international, qui est donc venu détériorer donc les thèmes de l'échange, notamment au niveau du commerce, au niveau du Tchad. Alors, Casimir Pédiop, pour terminer, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce pays? Est-ce qu'il va s'en sortir? En tout cas, la prévision annonce un taux d'inflation de l'ordre donc de 2,6%, un peu proche donc des 3%, la norme communautaire. On annonce également un taux de croissance qui va reprendre le souffle à partir de 2017. On annonce aussi que le pétrole, avec les embellis actuellement du pétrole, que le Tchad pourra reprendre le souffle. Toutefois, la dette intérieure reste un peu élevée, et aussi l'écart budgétaire au niveau donc de l'État est très creusé. Il va falloir que le gouvernement puisse revoir sa politique d'endettement et surtout l'écart au niveau de l'élaboration du budget exercice 2018. Merci beaucoup, Casimir Pédiop. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour cette édition du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.